Cette guerre, nous allons la gagner. Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal Félix-Antoine Tshisekedi a insisté lors du Conseil des ministres sur la réduction du train de vie des institutions afin de soutenir l'effort de guerre d'octroyer une prime à l'armée, à la police et aux patriotes Ouazalendo. Et à l'international, vous suivrez les budgets de l'État togolais pour 2025 d'un montant de 2394,2 milliards de francs CFA, met l'accent sur la sécurité et le bien-être des Togolais. Cette approche vise à stimuler la croissance tout en répondant aux besoins sociaux du pays. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Géopolis Télévision. Je l'ai annoncé dans le sommaire lors du Conseil des ministres dès ce vendredi 31 janvier 2025. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a insisté sur la réduction du train de vie des institutions afin de soutenir l'effort de guerre. Selon le compte-rendu du Conseil lu par le porte-parole du gouvernement, le chef de l'État a souligné que cette réduction de moyens financiers permettra notamment d'octroyer une prime à l'armée, à la police et aux patriotes Ouazalendo. Les détails dans cet élément. A-t-il précisé, il est de notre devoir de en apportant notre soutien matériel, moral et spirituel à nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Il a insisté sur l'impératif pour les institutions publiques de l'État et leurs animateurs d'adopter un train de vie plus sobre. L'objectif poursuivi est de dégager des économies qui nous permettront immédiatement d'octroyer une prime exceptionnelle à nos vaillants militaires, policiers et aux patriotes volontaires Ouazalendo engagés dans les combats à l'est du pays en augmentant leur pouvoir d'achat et en assurant la couverture sanitaire pour eux ainsi que pour leurs membres de famille respectifs. Parallèlement, des propositions urgentes doivent porter sur leur renforcement en équipement. Dans cette optique, le président de la République a engagé le gouvernement et son cabinet à lui soumettre dans les 72 heures des mesures rigoureuses de réduction de train de vie consistant en des coupes par palier et devant être opérées sur les frais de fonctionnement et les interventions économiques de la présidence de la République, de l'Assemblée nationale, du Sénat, du gouvernement, du pouvoir judiciaire ou encore des institutions d'appui à la démocratie. Au-delà des efforts spontanés, de coupe devrait également porter sur les rémunérations des mandataires publics, des membres des cabinets politiques, du pouvoir judiciaire et ceux des institutions d'appui à la démocratie. Par ailleurs, toutes les missions et évacuations sanitaires à l'étranger non essentielles doivent être suspendues. Il en est de même pour les subventions non essentielles à accorder à certains organismes publics ainsi que d'autres acquisitions pour les institutions publiques judiciaires et assimilées. Doivent également être suspendues pour une durée de 12 mois les augmentations salariales, les corrections des grades et les mécanisations des agents publics de l'État autres que les militaires et policiers, sauf évidemment dérogation spéciale. Dans cet effort national, le président de la République a aussi invité les secteurs privés à envisager de faire des dons ou de constituer les fonds pour soutenir directement nos forces armées et les populations déplacées. Ainsi, les excédents des trésoreries qui seront générés dans le cadre de l'effort de guerre par ces comptes spéciaux devront être reversés au compte général du Trésor. Des mécanismes doivent aussi être mis en place pour permettre à chaque Congolais qui le souhaite de contribuer à cet effort de guerre. Parlons toujours de la paix à l'est de la République démocratique du Congo, 72 heures après son appel à la mobilisation de forces publiques et sociales pour soutenir le FARDC dans la guerre contre l'armée rwandaise pour la reconquête de zones occupées par le M23. Les discours du chef de l'État Félix Tshisekedi continuent de susciter de réactions. Intervenant dans l'émission Chemin Critique sur Géopolis Télévision,
l'ancien ministre de l'Énergie Bruno Kapanji-Kalala préconise la mise en place par le président de la République d'une commission d'experts de tous les horizons afin de réfléchir sur les chemins à suivre dans la résolution du conflit. Suivez-les dans cet élément. À partir du discours du président de la République, d'abord d'intérioriser. C'est un. Deux, mettre en place de programmes à très court et moyen terme. Et ce programme doit contenir les objectifs chiffrés, quantifiables, doit avoir des projets bien étudiés, bien préparés, doit avoir un budget qui correspond à l'exécution de ce programme. Et le dernier message, c'est le message de compassion. Ne perdons pas de vue que nous avons dans les mains aujourd'hui. Je ne sais pas, quand on montre les images, moi j'ai du mal à regarder ces images. Nous avons des morts dans les bras. Et ces morts ont des familles. Nous devons penser à ces familles-là. C'est pour ça que l'appel de contribution, tout ça, doit se faire de façon vraiment ordonnée pour que rapidement on amène du secours suivant les besoins de Maslow, les besoins alimentaires, les besoins de survie, les besoins minimums pour que ces gens retrouvent de l'espoir et qu'ils voient que nous les aimons et nous nous aimons en tant que Congolais. C'est l'appel que j'ai fait et le président l'a exprimé. C'est l'amour. Nous devons nous aimer. Quelqu'un qui aime ne peut pas prendre une arme pour tirer sur son frère, même s'il a des choses à lui reprocher. Il faut que nous apprenions à nous aimer. Commencer par nous-mêmes. Et puis notre famille, notre clan, notre pays. Parlons toujours de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. La SADC et la communauté d'Afrique de l'Est devraient organiser un sommet conjoint afin de délibérer sur la marche à suivre en ce qui concerne la situation sécuritaire en RDC. Le chef d'État de la SADC a répondu positivement à la proposition de la communauté d'Afrique de l'Est formulée lors du 24e sommet extraordinaire de chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est. Patrick Ilunga nous en dit plus. Pour les pays membres de la SADC, il faut réunir les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est et ceux de la SADC le plus tôt possible afin de dégager une vue commune sur la sécurité en RDC. Le sommet de la SADC a réitéré son soutien aux efforts diplomatiques visant à assurer une résolution pacifique du conflit dans l'Est de la RDC par les biais du processus de Luanda et du processus de Nairobi. Les présidents des pays membres de la communauté des États d'Afrique australe ont réaffirmé leur solidarité et leur engagement inébranlable à continuer de soutenir la RDC dans sa quête de sauvegarde de son indépendance, de sa souveraineté et de son intégrité territoriale afin d'une paix, d'une sécurité et d'un développement durable. Le sommet a exprimé sa solidarité avec la RDC et a remercié les hommes et les femmes déployés dans la mission Sami DRC pour leur dévouement, leur résistance et leur contribution à la préservation de la paix et de la sécurité dans la région. Le sommet a donné mandat à la Troïka de l'organe de la SADC sur la politique, la défense et la coopération en matière de sécurité d'engager toutes les parties étatiques et non étatiques au conflit dans un processus de cessez-le-feu afin de protéger les vies et de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire vers les personnes et les communautés touchées par le conflit armé. Goma plongé dans les chaos depuis quelques jours. Des centaines de blessés de guerre cette semaine. Les combats entre le M23, l'armée congolaise et leurs alliés respectifs ont atteint les centres-villes de Goma. Les équipes MSF ont réorienté une partie de leur activité afin de répondre à des urgences telles que la prise en charge de blessés de guerre. Virginie Napolitano, coordinatrice d'urgence MSF à Goma, nous fait le point sur la situation actuelle dans les hôpitaux sur place. Suivez-la dans cet élément. Cette semaine, les combats entre le M23, l'armée congolaise et leurs alliés respectifs ont atteint les centres-villes de Goma.
Les équipes MSF ont réorienté une partie de leur activité afin de répondre à des urgences telles que la prise en charge des blessés de guerre. Virginie Napolitano, coordinatrice d'urgence MSF à Goma, témoigne de la situation dans la ville. Cette semaine, ça a été très chaotique. Au départ, il y a eu des affrontements à l'arme lourde. On a entendu aussi beaucoup d'armes légères qui crépitaient en ville, très proches des habitations, d'ailleurs très proches de nos lieux de travail. Il y a eu aussi pas mal de chaos en termes de pillage. Beaucoup de stocks d'organisations internationales qui contenaient de quoi travailler. La plupart des ONG ne peuvent plus travailler. L'électricité a été coupée pendant presque une semaine. C'était le blackout total, donc ce qui implique qu'on ne peut plus communiquer. L'eau a été carrément coupée. D'ailleurs, jusqu'à présent, on n'a pas accès à l'eau. Donc ce qui implique que les personnes sont obligées de se déplacer vers le lac pour remplir des bidons. Heureusement, la Croix-Rouge est sur place et permet de chlorer les bidons d'eau et éviter la propagation de maladies, notamment le choléra. Kichiro, c'est un hôpital sur lequel on travaillait déjà pour la prise en charge des enfants malnutris et qui s'est retrouvé à recevoir un afflux de blessés. Donc, on a mis en place un plan d'afflux massif. Mercredi, nous avons reçu à peu près 140 blessés au niveau du triage à l'hôpital et une bonne partie ont été hospitalisés. MSF n'a plus qu'un petit stock de médicaments et a cessé pour l'instant d'intervenir dans les camps de personnes déplacées. Une partie des équipes MSF a réussi à faire de dons à des hôpitaux, notamment des kits de prise en charge médicale, du carburant ou de l'eau, comme à l'hôpital général des références de Virunga à Goma. Selon l'ONU, les combats à Goma ont coûté la vie à 700 personnes pour plus de 2000 blessés. Les démantèlements de réseaux de recrutement de jeunes dans la province de l'Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo par l'agresseur rwandais et son supplétif du M23 a été recommandé par le cursus de parlementaires de cette province à l'issue d'une réunion d'échange avec le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama et les comités provinciaux de sécurité. Les détails dans cet élément. Députés nationaux, provinciaux et sénateurs, dire comme un fer, tous réunis autour du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny, encourage les forces armées engagées au front au Nord Kivu à Bouté, hors de la RDC, les troupes rwandaises qui déstabilisent la partie est du pays. Condamnons avec la plus grande fermeté l'agression de notre pays, la République démocratique du Congo, par le Rwanda, en violation flagrante du droit international et du droit international humanitaire, dissimulé sous l'appellation M23/AFC par des attaques meurtrières contre des paisibles populations civiles, y compris les personnes déplacées internes dans des sites. Exprimons notre soutien total aux efforts entrepris par le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour restaurer l'intégrité du territoire national. Dans la même lancée, ces dignes représentants du peuple s'engagent à œuvrer pour la paix en Ituri. Pour ce faire, ils invitent les groupes armés réfractaires au processus de paix à rejoindre le camp de la patrie. Nous exigeons des groupes armés ce qui suit. Arrêter les tueries des populations civiles. Déposer immédiatement les armes en vue de contribuer à la paix et au développement de notre province. Enfin, nous, députés nationaux, sénateurs et députés provinciaux de la province de l'Ituri, réaffirmons notre ferme détermination à œuvrer pour la paix et la sécurité dans notre chère province et sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Signalons que, devant l'agression rwandaise et la menace interne, les peuples ituriens dans leur diversité et les services de défense et de sécurité doivent unir leurs efforts dans une étroite collaboration en vue de faire un front commun pour une victoire finale. Quittons la sécurité pour parler sport. À présent, l'internationale congolaise Merveille Kanjinga quitte les TP Mazembe et s'engage avec le PSG féminine. L'attaquante des Léopards Dames a signé un contrat de 2 ans avec le club de la capitale française, une première pour une Congolaise. Blessed Kouzoula pour les détails.
Merveille Kanjinga est officiellement la nouvelle recrue du Paris Saint-Germain féminine pour 2 ans. Son bail court jusqu'au 30 juin 2027. Comme évoqué dernièrement, sa présentation par le club parisien s'est faite ce vendredi 31 janvier 2024. Le rêve est total pour la désormais ancienne merveille de Mazembe qui a fait la pluie et le beau temps de Corbeau 4 ans durant. Ses grands ponts vers l'Arkema Premier League, l'un des championnats les plus prestigieux du football féminin au monde, et la consécration juste pour elle dont le niveau n'était plus compatible au football africain. Au PSG, elle devra cravacher durement au milieu d'une forte concurrence pour densifier un secteur offensif composé déjà de Marie-Antoinette Katoto en fin de contrat à la fin de la saison et Roméo Lechter. Le club parisien était déjà à la charge au mois de septembre pour l'ancienne de Bana FJKK pour un essai d'une semaine allant du jeudi 5 au 15 septembre 2024. Ces tests à la dernière minute s'est heurté à la participation future en Ligue de champions féminine de merveille à laquelle elle était championne au bout de compte. Son transfert au PSG tombe à pic 2 mois après la consécration du FCF TP Mazembe à la Ligue de champions féminine au Maroc. La buteuse des Corbeaux de cette campagne, forte de ses 3 buts inscrits, s'est vue nominée aux awards de la meilleure joueuse interclub en décembre. Quittons la République démocratique du Congo pour l'information à la page internationale. Vous l'avez suivi dans les sommaires, le budget de l'État togolais pour 2025 d'un montant de 2394,2 milliards de francs CFA met l'accent sur la sécurité, le bien-être de Togolais. Il prévoit également des investissements dans l'éducation, la santé et la défense, tout en réformant la fiscalité pour alléger la pression sur les citoyens. Cette approche vise à stimuler la croissance tout en répondant aux besoins sociaux du pays. Suivez. 2394,2 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe budgétaire adoptée par l'État pour 2025 au Togo, en hausse de 9,9% par rapport à la loi de finances de 2024 qui était de 2179,1 milliards de francs CFA. Une augmentation justifiée par de priorités claires, renforcer la sécurité et améliorer les conditions sociales de population. Ces priorités sont justifiées parce que la paix a un coût. La paix et la stabilité économique sont très importantes. Les volets sociaux, et cela permet à l'État de pouvoir subventionner les activités parapubliques, les activités de santé. Pour améliorer les conditions sociales de population, 300 milliards de francs CFA sont alloués à la santé et à l'éducation avec de promesses d'extension de l'assurance maladie universelle et d'équipements modernes pour les écoles. En parallèle, les gouvernements investissent une part importante de ces budgets, environ 150 milliards de francs CFA pour la défense nationale, alors que la menace terroriste demeure une préoccupation majeure dans la sous-région. Cette loi des finances n'introduit aucune augmentation des impôts, mais prévoit une intensification de la collecte de taxes existantes avec exonération sur certaines taxes pour réduire au maximum l'impact de ces budgets sur la population. L'une des réformes de la loi de finances exonère lorsqu'un contribuable ou un citoyen lambda va vers la banque pour faire un prêt pour la construction de maisons, que ce soit le terrain ou la construction des maisons, il est exonéré de la taxe sur activité financière à hauteur de 50 millions. Donc déjà, c'est une ouverture pour permettre à chaque Togolais de pouvoir s'offrir des logements décents. Il y a aussi l'exonération pour réduire le prix sur le gasoil des entreprises, puisque le coût de production est réduit, les prix de vente aussi va réduire, ce qui va permettre aussi à ce que la population puisse acheter à moins de coûts. La loi des finances 2025 du Togo met en avant de priorités cruciales comme la sécurité et le social, tout en annonçant des projets d'investissement pour stimuler l'économie. Si le gouvernement parvient à concrétiser ses ambitions, il pourrait stimuler la croissance et améliorer la qualité de vie du Togolais.
Le royaume Eswatini s'est fixé pour objectif d'une croissance économique robuste en 2025 avec un PIB qui devrait augmenter de 8,3% contre 4,9% en 2024. Lors de son discours à l'ouverture officielle de la deuxième session de la 12e législature du 31 janvier 2025, le roi Swati III a mis en évidence la réforme budgétaire mise en place et la rigueur de la politique monétaire qui ont engendré un climat économique propice, favorisant ainsi l'élévation de la note des crédits nationaux. Blessé de Kouzola, une fois de plus, nous en dit plus. L'Eswatini vise une solide croissance économique d'ici 2025, anticipant une augmentation du PIB de 8,3% comparativement à 4,9% en 2024. Sa Majesté, le roi Swati III, a proclamé cet objectif audacieux lors de l'inauguration de la deuxième session de la 12e législature qui s'est tenue le 31 janvier dernier. Selon le souverain, cette projection de croissance est attribuée à la robustesse des secteurs essentiels tels que l'industrie manufacturière, l'amélioration des infrastructures et l'industrie minière. Selon le roi, si le développement des infrastructures, la promotion de l'emploi et les investissements dans ces secteurs essentiels demeurent prioritaire, l'avenir économique de l'Eswatini paraît prometteur d'ici fin 2024. En dépit de ces attentes optimistes, certains risques demeurent, notamment une chute de 20,4% des revenus de l'Union douanière d'Afrique australe, susceptible d'influer sur les dépenses gouvernementales. Le roi Msanti III insiste par ailleurs sur la nécessité de diversifier davantage l'économie afin de diminuer la dépendance aux revenus de la SACU, tout en soulignant l'importance d'une gestion budgétaire prudente. Nous voici arrivés à la fin de cette grande édition du journal, mesdames, messieurs, mais je ne peux la clôturer sans pour autant vous rappeler les deux principaux titres de l'édition. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a insisté lors du Conseil de ministres sur la réduction du train de vie des institutions afin de soutenir l'effort de guerre d'octroyer une prime à l'armée, à la police et aux patriotes Ouazalendo. Et à l'international, vous avez suivi le budget de l'État togolais pour 2025 d'un montant de 2394,2 milliards de francs CFA, met l'accent sur la sécurité et le bien-être de Togolais. Cette approche vise à stimuler la croissance tout en répondant aux besoins sociaux du pays. Ainsi prend fin cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, nous vous disons au revoir tout en vous souhaitant un excellent week-end.